Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'équipe organisatrice pour cette invitation. Je suis très contente d'être là. Moi, je ne connais pas la plupart d'entre vous et je pense que c'est réciproque. Moi, je travaille sur tout ce qui est pavage. Il y a un petit peu de modèle de calcul, d'indécidabilité, un petit peu de théorie des groupes, un petit peu de dynamique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'aléas là-dedans. Mais voilà, en essayant de... Donc ça sera un exposé d'ouverture. Et l'accroche que j'ai trouvée, c'est de vous présenter comment est-ce qu'un outil de la méthode probabiliste, le lemme local de Lova, peut être utile en dynamique symbolique. Donc il y aura toute une première partie d'introduction, enfin assez rapide à la dynamique symbolique. Bon, j'ai supposé que certains d'entre vous n'y connaissaient rien, donc il ne faut pas hésiter à m'interrompre s'il y a des questions. Ça va aller assez vite, mais j'ai essayé de mettre le plus d'illustrations possible pour que vous voyez un petit peu les objets auxquels on s'intéresse. Et puis ensuite, je parlerai du lemme local et pourquoi est-ce qu'il peut nous aider à répondre à des questions qui ont l'air compliquées dans leur généralité. Voilà. Donc, première partie, je vais vous expliquer ce que sont les objets d'étude en dynamique symbolique. Donc, les sous-shifts. Donc c'est subshift en anglais, on a un peu cette mauvaise habitude, quand on parle français, de parler de sous-shift, c'est un peu un affreux mélange de français et d'anglais. Donc qu'est-ce que c'est que ces objets ? On prend un groupe, ou un graphe, si on regarde son graphe, si vous voulez, et on va colorier chacun des éléments du groupe, chacun des sommets du graphe, avec des couleurs qui sont choisies parmi un alphabet fini. Et parmi tous les coloriages possible, je vais m'intéresser à des coloriages qui respectent certaines contraintes locales qui sont données par des motifs que j'interdis. Donc là, je vous ai dessiné plusieurs graphes de groupes. Donc vous reconnaissez peut-être un groupe libre ici, donc c'est un arbre. Là, vous avez Z2, la grille donc infinie. Et là, vous avez d'autres exemples plus bizarres. Et donc à chaque fois, on a deux générateurs. Et ces générateurs sont reliés entre eux par une relation qui dessine des cycles dans le graphe. Donc voilà, on peut avoir des objets bizarres, comme des objets très simples, comme des arbres. Et donc, pour colorier mes groupes, je me donne des motifs interdits. Donc là, il y a un exemple très simple qui est représenté. Selon le générateur qui est représenté par des arêtes horizontales, ici ou là, je vais interdire de répéter la même couleur, donc je vais alterner entre orange et vert. Et verticalement, je demande de l'inverse, donc selon l'autre générateur vertical ici, ici et ici dans ce groupe, je vais demander au contraire à ce que la couleur reste la même quand je me déplace selon ce générateur. Donc voilà, c'est des règles très simples, j'ai que deux couleurs. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas un coloriage valide qui respecte ces contraintes, mais l'ensemble de tous les coloriages possibles. Et c'est cet objet-là qu'on appelle un sous-shift. Donc sur l'arbre, sur le groupe libre, je peux tout à fait colorier en respectant toutes ces contraintes. Et je vois que j'ai une alternance de colonnes orange-verte, etc. Et en fait, je n'ai pas trop le choix. Soit j'ai le coloriage qui est dessiné ici, soit j'ai le même où j'ai échangé orange et vert. Sur la grille, c'est un peu pareil. Et par contre, alors sur le groupe bizarre, en fait, j'ai un problème de parité là dans le cycle, et en fait je ne peux pas colorier en respectant ces contraintes. Donc clairement, selon le groupe qu'on a choisi, c'est plus ou moins facile de produire des coloriages qui respectent mes contraintes locales. Donc ces objets, juste pour vous donner des mots-clés là qui peut-être feront tilt, ils ont voilà, plusieurs raisons d'être étudiés. C'est une manière d'encoder certains systèmes dynamiques discrets. Au lieu d'avoir une action compliquée sur un espace des phases assez simple, on va remplacer l'action par le décalage, la translation, et la complexité de l'action va être cachée dans le sous-shift. On peut aussi voir certains de ces objets, les décalages de type fini, quand on interdit un nombre seulement fini de motifs, comme des modèles de calcul, notamment sur Z2, on peut encoder des calculs de machines de Turing et faire plein de choses avec ça.
C'est également relié aux automates cellulaires. Si j'ajoute à mon groupe une dimension supplémentaire qui sera le temps, je peux voir tous les diagrammes espace-temps d'un automate cellulaire comme des SFT sur le groupe produit. Et on retrouve aussi ces objets en physique statistique. Vous avez toute une famille de modèles, le modèle de la glace, tous les vertex modèles, qui sont en fait des sous-chiffres de type fini, des SFT. Donc j'ai un alphabet fini, un nombre fini de contraintes locales, et je regarde, dans le cas de la physique statistique, ce qui va m'intéresser, c'est de calculer l'entropie de ces modèles. Donc voilà, il y a plein d'approches possibles pour ces objets. Oui. Oui. Dans les règles locales ? Oui, alors voilà, moi les modèles que je connais, il y a celui-là où vraiment il y a des particules qui sont en interaction, et là, dans toute généralité, si je veux rajouter des poids, je pense que je perds le caractère fini, mais je peux toujours l'indiquer avec des règles locales. C'est quoi? C'est la... Si vous voulez pondérer une configuration qui doit être pondérée par... Ah oui, bah, d'accord. Non, ça, je ne vais pas en parler du tout. Effectivement, après, on peut regarder... Qui valent 0, ouais. Mais oui, effectivement, c'est certainement plein de choses qui ont été faites là-dessus. Mais oui, là, les modèles que je regarde c'est vraiment soit il y a interaction, soit il n'y a pas, et c'est tout. OK. Alors maintenant, je vais vous donner une série d'exemples plus ou moins faciles. Donc on va se placer sur la grille Z2, et comme couleur, je vais choisir des petites tuiles comme ça, carrées, avec des couleurs sur chaque côté. A priori, je n'ai pas le droit de retourner les tuiles. Et la question, c'est, sachant que les règles locales, ça va être les règles... on va autoriser seulement 2 tuiles à être côte à côte si la couleur sur l'arête correspond. On peut se demander, voilà, vous prenez un jeu de tuiles comme celui-là, est-ce que c'est possible de réaliser un pavage de la grille infinie, du groupe entier? Alors, celui-là, je pense que c'est pas très difficile d'être convaincu que c'est possible. Vous prenez seulement la première tuile et vous pavez avec. Mais, en fait, des pavages, il y en a plein, et vous pouvez rajouter un petit diamant vert ici, et puis en rajouter un peu partout où vous voulez. Donc voilà, cet exemple, il est très simple. On voit bien à quoi ressemblent les configurations, et il y en a plein. Alors, un autre exemple, donc j'ai toujours pas le droit de tourner mes tuiles. Voilà, donc si vous aviez un petit peu le temps de jouer avec, vous tomberiez assez vite sur voilà, ce genre d'agencement. Et si on regarde avec le bon angle d'attaque, ce qu'on voit, c'est, par exemple, ce motif-là, si on le regarde attentivement, sur le côté gauche, je vois vert, vert, puis rouge, et j'ai la même chose ici. Donc ça veut dire que je peux le coller à lui-même, et je peux produire une ligne infinie juste en collant le motif. Et si maintenant je regarde les bords haut et bas, donc là j'ai rouge, rouge, vert, rouge, rouge, et là j'ai la même chose mais décalé d'un. Donc je peux coller mon motif verticalement et j'ai juste un petit décalage. Donc au final, j'arrive à faire un pavage infini, et ce pavage il est très simple, j'ai juste répété un motif qu'on appelle périodique, et ce motif il est disposé sur un réseau, un sous-groupe de Z2. Donc ça c'est un exemple facile, et encore une fois vous voyez bien à quoi ressemblent les configurations. Il n'y en a qu'un nombre fini, c'est celle-ci et tous les décalés qui vont bien. Alors, un troisième et dernier exemple plus compliqué. Donc cette fois-ci j'ai le droit de tourner mes tuiles, je ne les ai pas toutes dessinées, il y en aurait trop, et j'ai le droit aussi de faire des réflexions. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc là c'est vraiment des pièces de puzzle, hein. Vous avez le droit de mettre côte à côte des pièces si les encoches correspondent bien. Les traits bleus, en fait, ils servent à rien, ils aident juste à visualiser la structure du pavage, mais ils n'apportent pas de contraintes supplémentaires. Et vous remarquez que cette tuile-là, elle a un statut un peu particulier. C'est la seule avec des coins proéminents, toutes les autres ont les coins rognés. Donc si je veux paver, elle va apparaître beaucoup. Et
bon voilà, si vous y passez un petit peu de temps, vous allez réussir à produire ces petits motifs 3 par 3. En fait, c'est le même hein, qui est tourné à chaque fois de 90 degrés. Et en fait, ce pavage, si on ne vous donne aucune indication, enfin, je pense que c'est assez compliqué de trouver comment réaliser un pavage avec ce jeu de tuiles, mais une fois que vous avez la recette, c'est très facile de produire des motifs de plus en plus gros. Oui. Les tuiles, tu as le droit de les tourner ou là c'est... J'ai le droit de les tourner. Alors, dans cet exemple, j'ai le droit de les tourner. En toute généralité, je n'ai pas le droit. Voilà. Et si je vous donne la recette, c'est très facile. On remarque que ces carrés 3-3, ils ressemblent quand même étrangement à ma première tuile, celle avec les coins proéminents. Voilà, en gros, j'ai les mêmes décorations au milieu des côtés et sur les angles. Et puis, oui, il y a des petits trucs en plus sur les côtés. Et donc, à partir de là, c'est parti, vous pouvez commencer à produire des motifs de plus en plus gros. Vous pouvez même confier cette tâche à des enfants de 5-6 ans. Vous leur expliquez comment faire, ils vont réussir à produire plein de petits carrés 3 par 3. Et avec 4 carrés 3 par 3, de la même manière que j'ai construit un petit carré comme celui-là, je vais mettre dans chaque angle cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là, que j'ai remplacé par des motifs 3-3. Et après, il me reste à compléter la croix centrale. Et ça, on essaye, et puis on voit qu'il n'y a pas trop le choix. Il y a 4 possibilités, celle-ci, et puis ces rotations. Et donc, vous itérez le processus. À nouveau, on a une méga tuile, une macro tuile de niveau plus grand. Et voilà, vous arrivez à produire un pavage infini. Avec cet algorithme, c'est très facile, mais sans la technique, je pense qu'on peut y passer du temps et c'est difficile de s'en convaincre. Voilà, donc cet autre exemple, on voit que même sur la grille, hein, qui est comme un groupe pas très compliqué, savoir si c'est possible de paver le plan et surtout exhiber un pavage, ça a l'air de ne pas être si facile. Dans ce cas-là, là je vous ai montré une manière de paver, une manière possible. En fait, il y a d'autres pavages, mais ils ressemblent tous à ça. Et donc vous avez vu, j'ai dessiné les marques bleues là sur les tuiles, et vous voyez apparaître, enfin peut-être pas, une espèce de structure, il y a plein de carrés, des carrés de plus en plus gros. Et donc ça, cet exemple, il n'est pas anodin. C'est ce qu'on appelle un jeu de tuiles apériodique. Alors je vais définir formellement cette notion. Si on regarde notre ensemble de tous les coloriages possibles, on peut faire agir le groupe dessus juste en translatant mes coloriages. Donc ça ne va pas modifier l'apparition ou non de motifs interdits. Donc si j'ai un coloriage valide, je peux le décaler, ça va rester un coloriage valide. Et étant donné un coloriage, je peux regarder quel est son stabilisateur. Donc est-ce que c'est possible, en le translatant, de retomber sur la même chose? Je regarde l'ensemble des éléments du groupe qui vont me permettre de retrouver mon coloriage original. Donc ce stabilisateur, voilà, c'est un sous-groupe, il y a au moins l'élément neutre, mais bon, après on ne sait pas trop à quoi il peut ressembler. Et ce qu'on va appeler la forte apériodicité pour un sous-shift, c'est demander à ce que tous les coloriages possibles aient stabilisateur trivial. Donc quelle que soit la manière que j'ai choisi de colorier mon groupe, mais j'ai jamais d'invariance par translation. Donc c'est vraiment très très fort comme notion. Regardez cet exemple de tout à l'heure là sur Z2. Ce coloriage-là, celui-là individuellement, j'ai aucune invariance par translation si j'ai un seul diamant vert ici. Si je commence à déplacer mon pavage, je vais déplacer le diamant vert et ça ne va pas marcher. Mais pour autant, le jeu de tuiles, il n'est pas du tout fortement apériodique puisque j'ai aussi d'autres coloriages qui, eux, sont complètement périodiques. Donc voilà, c'est vraiment une notion forte, elle porte bien son nom, que de demander à un sous-shift de vérifier cette propriété. Et donc là, j'ai redessiné le troisième jeu de tuiles en oubliant un petit peu les décorations sur les côtés et juste en se focalisant sur la structure de carrés imbriqués. Et qu'est-ce que je vois? J'ai plein de petits carrés avec les petits motifs 3 par 3.
qui sont regroupés par 4 pour faire des carrés plus grands, qui eux-mêmes, alors que je suis mal parti ici, qui eux-mêmes sont regroupés par 4 pour faire des carrés encore plus grands, etc. etc. Et ça, avec des carrés de taille arbitrairement grande. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas d'invariance par translation? Si j'en avais une, ben je sais que j'aurais un carré plus grand que ce vecteur par lequel je translate. Et du coup, ce gros carré, il s'auto-intersecterait en décalant. Et ça, c'est pas possible vu la structure des coloriales. Donc voilà, ça c'est un exemple sur Z2 de décalage de type fini qui est apériodique. Donc si je reviens sur les exemples, oui. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle coloriage partiel. Il y a une distinction importante entre coloriage partiel et coloriage partiel que je peux prolonger à l'infini. Et ici, je pense qu'on a juste quelque chose qui est linéaire en la taille du carré. Et donc oui, pour revenir sur les exemples, le premier exemple, il n'y avait rien de particulier, on avait de tout comme coloriage possible. Le deuxième, c'était vraiment l'inverse de la forte apériodicité. Là, au contraire, toutes les configurations étaient d'orbite finie. Et puis, voilà, donc on a cet exemple où on évite toutes les invariances par translation. Alors, ces exemples, à chaque fois, je vous ai montré une manière spécifique au jeu de piles pour trouver une configuration, donc ce n'est pas hyper satisfaisant. Et on peut chercher dans la littérature des conditions un petit peu plus générales qui nous disent, mais voilà, selon les motifs que vous interdisez, si telle condition est satisfaite, vous êtes sûr que c'est possible de colorier. Et il y a des résultats qui regardent juste les tailles des motifs interdits, sans regarder le détail des motifs eux-mêmes. Par exemple, en dimension 1, là, sur Z, il y a ce résultat de Miller qui donne une condition suffisante pour être sûr qu'on peut colorier en respectant les contraintes. Et je suis sûre que si on fouille dans tous les papiers de combinatoire démon, on va trouver d'autres conditions qui ressemblent à celle-là. Et il y a plus récemment, donc il y a Mathieu Rosenfeld qui a proposé une condition un petit peu similaire sur Z2. Donc voilà, il s'agit de faire converger cette série et de choisir le bon paramètre qui va faire marcher les choses. Et donc, voilà, juste une remarque, ces conditions, voilà, on n'a aucun espoir de trouver une condition nécessaire et suffisante avec ce genre d'argument en regardant juste la taille des motifs. Si je regarde simplement en dimension 1 avec 2 couleurs, alors si j'interdis, je ne me trompe pas, voilà, si j'interdis ces 3 motifs, ben, un 1 ne peut être suivi ni d'un 1 ni d'un 0, donc le 1 n'apparaît pas. Et le 0, si j'en mets un, j'aurais du mal à prolonger, donc ça c'est vide. Mais par contre, si je modifie simplement ce motif, ben là j'ai pas trop le choix, mais j'arrive à colorier, et j'ai simplement la configuration avec que des zéros. Alors que si je regarde juste les tailles des motifs, c'est la même chose. Donc voilà, ces conditions-là, bon, elles ont le mérite d'exister, mais voilà, on est sûr que ça restera des conditions suffisantes. Et encore une fois, là, c'est pas du tout exhaustif les résultats que je vous présente. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit peu dans... Oui. FE for big. Oui. Alors, donc un sous-shift, la manière dont je les ai définis, j'ai besoin d'un ensemble de motifs interdits pour le définir, mais en fait il peut y en avoir plusieurs. C'est une très bonne remarque d'ailleurs.
peut-être qu'en choisissant un certain ensemble de motifs interdits, je vais réussir à faire marcher cette inégalité. Mais si je choisis mal l'ensemble de motifs interdits, ben, il y a des cas où en fait, on ne peut pas y arriver si on choisit mal. Et je vais y revenir, hein, c'est effectivement une remarque importante. Donc, un même sous-shift, il y a plein de manières de le définir. Enfin, il y a plein d'ensembles de motifs interdits qui le définissent. Voilà, donc je voudrais maintenant vous parler de comment utiliser ce lemme local de Lovász pour trouver des conditions suffisantes pour être sûr qu'on peut réussir à colorier un graphe en respectant des contraintes. Donc là, je ne vous apprends rien. Si on a des événements mutuellement indépendants qu'on peut éviter chacun individuellement, mais on peut les éviter tous en même temps. Et le lemme local, il donne une condition pour que ça continue à marcher si voilà, on contrôle un petit peu les dépendances entre les événements. Donc voilà, on a cet énoncé. Et ce qu'on va chercher, c'est ces fonctions x1, xn. Donc on va associer à chaque événement une quantité, de sorte que cette inégalité va être vérifiée à chaque fois. Et donc la preuve n'est pas très compliquée. On arrive à montrer que dans ce cas-là, on est capable d'éviter en même temps tous ces mauvais événements AI qu'on s'était donnés au départ. Voilà, suite à des discussions avec des utilisateurs vraiment aguerris du lemme local, et ça rejoint la remarque de Jérémy, en général, trouver les XI, c'est pas très compliqué. Il faut vraiment bien choisir les mauvais événements, les AI. C'est vraiment le choix des AI qui est crucial. Alors, à quoi ça va nous servir? Donc là, on avait juste une collection finie de mauvais événements, et nos sous-shifts, a priori, ben, on interdit un ensemble infini de motifs. Alors, ce qu'on demande, on va regarder le graphe de dépendance des événements. Donc simplement, je mets une arête si les événements dépendent entre eux. Et ce que je demande, c'est que... donc là, ici, je fais le produit uniquement sur les événements qui vont dépendre... pardon, il manque un indice I ici. Qui vont dépendre de AI. Et en fait, si on regarde, voilà, ça ressemble pas mal à ce produit qui est là. Et on ajoute le paramètre XI pour réussir à ajuster. Les événements qui dépendent. Voilà, mais pas AI lui-même. Et eux, c'est tous les... donc, comment l'utiliser? Donc, on veut montrer qu'on a un sous-shift qui n'est pas vide. Donc, on va munir l'ensemble des coloriages de la mesure de Bernoulli uniforme. Et on va essayer d'interpréter nos motifs interdits comme des événements là-dessus. Et le passage d'un nombre fini de motifs à l'infinité de motifs interdits, on va le faire en utilisant la compacité de l'ensemble des configurations. Donc ça va nous permettre de passer d'un nombre fini de motifs interdits à un nombre infini. Et voilà, si la condition du lemme est satisfaite, ben c'est bon, on sait qu'il existe une configuration sans pour autant connaître dans le détail à quoi elle ressemble. Donc, plus précisément, ça va ressembler à ça. Donc, les mauvais événements qu'on choisit, ils sont paramétrés par deux choses. Un entier n et un élément du groupe G. Donc, ce que je commence par faire, donc vous me donnez des motifs interdits, et moi, je vais commencer par les regrouper par paquet. Je vais mettre ensemble tous les motifs qui ont le même support. Donc tous les motifs de taille 2, etc., enfin, qui ont la même forme. Et donc si je suis capable de vérifier ce truc-là, alors j'ai gagné. Et donc les mauvais événements que je vais tâcher d'éviter, c'est ceux-là. Donc pour une forme de motif n et un élément dans le groupe G, le mauvais événement, c'est quand je me place en G et que je regarde sur le support numéro n, ben je vois un motif qui est interdit. Alors c'est juste un ensemble fini du groupe, c'est le support du motif.
voilà, je regroupe tous mes motifs. En fait, j'oublie un petit peu les coloriages eux-mêmes et je me concentre sur la forme des configurations finies. Voilà, et donc ça, c'est juste une traduction, enfin, c'est à peu près littéral, il n'y a pas grand-chose derrière cet énoncé, à part voilà, interpréter le lemme local en mettant les bonnes définitions. Donc voilà, ça nous donne une condition. Et moi, je vais maintenant vous expliquer, vous présenter un exemple. Oui. Ici, je n'ai aucune idée, c'est une bonne question. Alors, ouais, en général, disons que par nature, je pense que utiliser le lemme pour des SFT, quand on interdit un nombre fini de motifs, c'est pas là que c'est le plus pertinent, parce qu'en général, on a des petits motifs, et eux, ils vont contribuer pour beaucoup dans la formule. Donc, voilà, en général, j'ai l'impression que ça se prête plus à des ensembles où on interdit une infinité de motifs que dans des cas très simples comme celui-là. Et ben là, je ne sais pas, c'est possible que ça ne marche pas parce que les motifs sont très petits. Il faudrait vérifier. Oui. Voilà. Donc là, j'ai utilisé de la compacité. Je peux en dire quelques mots. Ce que je vais faire, c'est construire des coloriages infinis qui vont éviter les n premiers motifs. Et de cette suite de coloriage infini, je vais extraire un coloriage qui va tous les éviter à la fois. Donc effectivement, la compacité est cachée aussi là-dedans. Voilà. Et comme application, je vous propose de faire le lien avec la première partie, où j'avais parlé de forte apériodicité. Donc je vais commencer par essayer de vous convaincre que c'est une question qui est difficile. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, on avait vu sur Z2 un exemple de sous-chiffre de type fini, donc j'avais interdit seulement un nombre fini de motifs, j'avais juste mon nombre fini de fil, et voilà, c'était cet exemple-là. Et sur Z2, il y a d'autres exemples qui existent, on est capable de produire d'autres jeux de piles qui partagent cette propriété de forte apériodicité et qui sont très différents pour d'autres raisons. Et une question intéressante, c'est d'essayer de comprendre, si je remplace Z2 par n'importe lequel des petits dessins que je vous ai présentés au début, mais est-ce que j'arrive toujours à construire des objets comme cela? Donc, est-ce qu'on est capable de caractériser les groupes qui possèdent des SFT fortement apériodiques? Donc là, vous ne lisez pas. Si, lisez juste ça. En fait, on ne sait pas faire grand-chose, contrairement à ce que la liste laisse croire. C'est pas très compliqué de montrer que sur un groupe libre sur un arbre, mais c'est pas possible de forcer un tel comportement uniquement avec un nombre fini de motifs interdits. J'aurai toujours au moins un coloriage avec une invariance par translation. Donc ça, c'est un résultat négatif. Après, il y a toute une série de résultats qui sont de différentes natures. Alors, on sait faire des choses sur Z2, et il y a plusieurs de ces résultats qui essaient de modifier les exemples, de les adapter à d'autres classes de groupes. Voilà, donc ça marche. Par exemple, ce résultat-là, c'est une adaptation de cette construction dont je n'ai pas parlé. Et puis, il y a des résultats, par exemple, sur les groupes de surface ou les groupes hyperboliques, qui sont plus des nouvelles constructions qui fonctionnent sur ces groupes-là. Et il y a également des résultats qui sont des conséquences de gros théorèmes plus costauds. Voilà. Et en corollaire, on sait construire des SFT fortement apériodiques. Et en résultat négatif, donc je vous ai dit, les groupes libres, on est sûr que ça n'existe pas. De manière plus générale, on sait que si mon groupe a au moins deux bouts, donc si je peux, en enlevant un morceau fini du graphe, déconnecter le graphe de mon groupe, je ne vais pas être capable de produire de SFT fortement apériodique non plus. Donc,
il faut chercher parmi les groupes avec un seul bout, ceux dont je ne peux pas déconnecter le graphe en retirant un morceau fini. Et il y a également un lien avec le problème du mot du groupe. Si jamais j'ai un SFT fortement apériodique, ben je sais que forcément mon groupe il va avoir problème du mot décidable. Et donc, ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, ces deux restrictions, ce sont les seules, et que si on prend un groupe qui a à la fois un seul bout et problème du mot décidable, on imagine pouvoir réussir à construire des SFT fortement apériodiques. Alors, ouais, je crois que pour les finiment présentés, effectivement, c'est une propriété géométrique du groupe. Voilà, exactement. Et pour pas finiment présenté, je ne sais pas. Mais non, effectivement, c'est pas une question sur le graphe de Cayley qu'on a choisi, c'est vraiment une question du groupe lui-même, et en plus, effectivement, c'est géométrique. Voilà, donc tout ça pour dire que cette question a l'air compliquée. Oui. Qui... Ouais. Oui, et ce sera la suite de l'exposé. Et oui, en tout cas sur le... Alors ici, il y a SFT qui est important, c'est que j'interdis un nombre fini de motifs seulement. Ouais. Ouais, en fait, pardon, j'ai pas... C'est subshift of finite type. Donc cette question, elle est clairement trop dure. Donc on va regarder des versions... Alors, problème du mot décidable, c'est une autre manière de dire qu'on peut calculer algorithmiquement le graphe. Ou encore une autre manière de dire, c'est que si on te donne une présentation du groupe, tu sais que tu as un nombre de générateurs et des relations qui structurent le groupe. Tu peux prendre un mot en les générateurs et leurs inverses. Et en fait, ce mot-là, bah, ça pourrait être l'élément net du groupe. Et le problème du mot décidable, ça veut dire que tu peux algorithmiquement savoir si un mot en les générateurs et leurs inverses, en fait, est juste l'identité. Par exemple, sur un groupe, faut le faire exprès pour avoir problème du mot indécidable. Sur Z2, voilà, si je te donne un mot avec des A, des B, des B-1, l'algorithme, comme tout commute, tu vas mettre tous les A à gauche, tous les B à droite, simplifier, et s'il ne reste plus rien à la fin, c'est que ce mot était l'identité. Donc voilà, le problème du mot décidable, c'est ça. Alors, il y a deux manières de rendre la question plus facile. On peut soit demander une version plus faible de la périodicité, essayer de... Mais ça, je vais pas en parler. Soit se dire, en fait, demander à ce que le sous-chiffre soit de type fini, c'est vraiment trop contraint. Du coup, on va dire, OK, on relâche cette contrainte et on autorise d'interdire un ensemble de motifs arbitraires, infinis, pas calculables, enfin ce que vous voulez. Et on va regarder cette question, cette deuxième question, là, plus en détail. Et donc l'idée, ça va être d'utiliser le lemme local pour montrer qu'un tel objet existe. Et la remarque de tout à l'heure nous indique que ce qu'il faut réussir à faire, c'est exprimer la périodicité d'une manière compatible avec le lemme local. Ok, alors, donc là je rappelle juste la définition. Je veux que pour tout coloriage et toute translation, en fait, si je retombe sur le même coloriage, c'est que ma translation était triviale. Alors, il y a une autre manière d'exprimer
je vais aller là-bas, de parler de la périodicité, c'est d'utiliser cette propriété de voisinage distinct. Donc là, je prends juste un groupe, n'importe lequel, un alphabet binaire, et je vais demander à ce que pour tout élément du groupe, H, donc H c'est une période supposée, et je vais casser cette période. De quelle manière? Je veux être capable de trouver un ensemble fini, un support de motifs, tel que, quel que soit l'endroit où je regarde dans le groupe, les deux motifs là et là sont différents. Donc si on fait un dessin, donc j'ai mon élément du groupe, il a un support fini autour de lui, et je veux que si je décale et que si je me place en GH, je veux que ces deux motifs soient différents. Donc ça, c'est beaucoup plus fort que demander à ce que mon coloriage n'ait pas d'invariance par translation, parce qu'ici, je demande à ce que ce soit vrai pour tout élément du groupe. Donc en fait, je casse mes périodes de manière partout où je peux. Et ça, on en a besoin à cause de la compacité de l'espace. Ce qu'on peut montrer, c'est que si vous êtes capable de construire un coloriage avec cette propriété, alors en prenant son orbite et la fermeture de cette orbite, donc je regarde tous les translatés et toutes les limites de translatés, je vais obtenir un sous-shift, ça c'est toujours un sous-shift, et si j'ai cette propriété de voisinage distinct, le sous-shift va être apériodique. Et c'est important de casser les périodes vraiment partout où on peut, parce que si je me contente ici d'un il existe G, cet endroit où ma période H est cassée, je peux l'envoyer à la limite à l'infini et faire disparaître, et donc faire apparaître une période. Donc ça, c'est un résultat qui était déjà connu en 2009. Alors, est-ce que dans un... non, je pense qu'effectivement, c'est pas parce que tu es apériodique que toutes tes configurations ont cette propriété, oui. Donc ça, c'est une manière de définir un sous-shift. Donc j'ai interdit plein de motifs. Là, j'ai eu besoin d'une infinité de motifs. Et j'ai obtenu un sous-shift fortement apériodique. Voilà, et maintenant, il faut vérifier qu'il y a bien quelque chose là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'un tel X, on est capable d'en construire. Alors, c'est ici qu'on utilise le lemme local. Donc, il faut que je définisse mes bons, mauvais événements. Et donc, pour ça, je vais essayer de choisir un ensemble T qui va bien, de façon à, comme sur le dessin, limiter les interactions entre les événements, donc limiter les chevauchements entre les motifs. Donc, mon groupe, je vais juste les numérer, voilà, donner un numéro à tous les éléments. Et comme on est dans un groupe infini, on a plein de places. Et c'est notamment possible de choisir une suite de supports, là, une suite de sous-ensembles finis, qui va vérifier ça. Donc l'ensemble TI, si je le translate par le IM élément, il ne va pas s'intersecter avec le TI, le translaté de TI et le TI originel ne s'intersectent pas. Et puis je peux aussi demander à ce que la taille de TI soit linéaire, donc linéaire en I. Donc ça, c'est simplement pour faire fonctionner après la formule du lemme local. Donc, mes mauvais événements, mais les motifs interdits, je vais simplement demander à ce que la période Sn, donc le nème élément du groupe, grâce à l'ensemble Tn, on peut vérifier que ce n'est pas une période. Donc voilà, avec ces éléments-là, je vais être sûr d'éliminer toutes les périodes possibles. Et comme j'ai bien choisi les Tn, je ne vais pas avoir trop de dépendance entre les différents événements. Et je peux appliquer le lemme local et il faut juste choisir
correctement la fonction x. Et donc je prends par exemple cette exponentielle-là et tout fonctionne bien. Donc voilà, ça c'est un travail qu'on a réalisé avec Sébastien Barbieri et Stéphane Thomasé. Donc on est capable de construire n'importe quel groupe dénombrable avec seulement 2 lettres 0 et 1. On peut construire un sous-chiffre qui est fortement apériodique. Voilà, en fait, le résultat était déjà connu. Gao, Jackson et Seward avaient montré en 2009 la même chose, sauf que la preuve utilise la théorie descriptive des ensembles, auquel moi, par exemple, je ne comprends rien. Et surtout, voilà, c'était une preuve assez technique et assez longue, alors qu'ici, en un slide, mais disons qu'en 2-3 pages, on arrive à démontrer le même résultat. Et puis, il y a aussi l'idée que ça donne une méthode un peu systématique pour prouver l'existence de configuration. Alors, est-ce qu'on est content ou pas? Donc, on sait juste qu'on peut colorier un groupe avec des 0 et des 1 de manière à ce que j'ai pas d'invariance par translation, mais voilà, par ça, on n'a aucune idée de ce à quoi ressemblent vraiment les configurations. Donc, c'est pas hyper satisfaisant. Et donc, quitte à faire une concession sur la taille de l'alphabet, on ne va pas avoir un alphabet binaire, mais un alphabet très gros qui va dépendre du groupe cette fois-ci, mais on peut construire des sous-shifts fortement apériodiques, voilà, dont on est capable de décrire un peu plus précisément les configurations. Et en plus, ils vont avoir la bonne propriété de l'ensemble des motifs interdits, on va être capable de l'énumérer algorithmiquement. Donc voilà, cette notion d'effectivité pour un sous-shift, c'est simplement dire que les motifs interdits qui définissent mon sous-shift, je peux les énumérer avec un algorithme. Voilà. Et là, il y a un truc technique comme peut-être que le groupe est très bizarre et à problème du mot indécidable, mais on met un oracle pour être sûr qu'on connaît le graphe et on peut construire des motifs. Alors, quelque chose qui était connu, si vous prenez un graphe fini, dont vous connaissez le degré maximal, on est capable de, alors avec beaucoup de couleurs, de produire des coloriages de ce graphe fini qui ont cette propriété là d'éviter les carrés. Donc ça veut dire que je prends n'importe quel chemin dans le graphe qui s'auto-intersecte pas, et si un chemin de longueur paire, et si je regarde la suite des couleurs sur les sommets de mon chemin, ce mot que je vais lire, ce n'est pas un carré, ce n'est pas la même suite de couleurs répétées. Et donc ça, on sait construire sur n'importe quel graphe fini. Et l'idée, c'est d'utiliser ce résultat qui se démontre avec le lemme local, plus de la compacité pour faire ça sur des motifs de taille arbitraire. Donc ça passe avec la compacité, ça passe bien au graphe du groupe en entier. Donc si vous me donnez un groupe n'importe lequel, avec un nombre de couleurs qui va dépendre du nombre de générateurs du groupe, je suis capable de produire un coloriage qui a cette propriété. Donc sur n'importe quel chemin dans le groupe, je vais lire autre chose qu'un carré. Et donc, quel rapport avec la forte apériodicité? Donc on regarde, on prend l'ensemble de tous les coloriages qui évitent des carrés sur tout leur chemin. Donc c'est cet objet-là. Grâce au lemme local, on sait que ce n'est pas vide. Et ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est que c'est bien fortement apériodique. Et donc ça, finalement, c'est pas très compliqué. Si jamais on avait une période, donc en translatant mon coloriage, je retombe sur la même chose, je regarde cette période et ce que je vais dire, donc si j'ai ma période, c'est un truc comme ça. Donc là, si je décale mon coloriage en suivant cette période, je retombe sur la même chose. Et il est possible qu'en répétant la période, alors là, si je fais 2 fois ce chemin-là, c'est possible qu'il y ait des petites simplifications ici.
Mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que la partie centrale ici, donc sur les slides, c'est le W qui est là. Je suis sûre que ça peut. Il y a une partie non vide qui ne va pas se simplifier, parce que sinon, mon G, c'était l'identité. Et en fait, ce que je peux vérifier, c'est que si je suis ce nouveau chemin-là, W carré, si j'ai une période, je vais voir un carré. Donc c'est pas possible et j'ai pas de période dans ce sous-chiffre. Voilà, donc ça c'est un exemple un petit peu plus concret. Donc sur n'importe quel groupe, quitte à prendre un alphabet assez gros, ben vous êtes capable de construire ce sous-chiffre fortement apériodique et vous voyez un petit peu localement à quoi ressemblent les coloriages dans le sous-chiffre. Alors ça veut dire que donc, sur les sommets de mon graphe, je vais mettre des couleurs. Alors, on va prendre un peu plus. Et par exemple, ça c'est interdit, parce que j'ai le mot 0, 1, 2 qui est répété. Voilà, donc ça c'est pour conclure que finalement, aucune période n'est possible. Et donc, ce lemme local, il a été réutilisé par les dynamiciens pour montrer d'autres résultats plus forts. Par exemple, c'est possible, en plus de la forte apériodicité, de demander à ce que le sous-chiffre qu'on construit il soit d'entropie positive et même d'entropie arbitrairement grande. Donc l'entropie, c'est la même que celle dont Boris a parlé, l'entropie topologique, donc on compte les motifs qui apparaissent. Et entropie positive, on a beaucoup de motifs qui apparaissent. Et donc ça, c'est Anton Bernstein qui a fait ce travail-là. Donc pour pouvoir parler d'entropie, on demande à ce que le groupe soit au moins moyen, enfin qu'on puisse définir l'entropie. Donc voilà, ça ne marche pas sur n'importe quel groupe. Et puis, en fait, l'argument du lemme local, il est quelque part assez grossier, et c'est possible d'améliorer les bornes qu'on a sur les tailles des motifs. Et donc ça, c'est un travail en cours de Mathieu Rosenfeld. Donc il arrive, avec des arguments plus fins que le lemme local, des arguments de comptage, à donner des meilleures bornes sur la taille des motifs interdits dont on a besoin. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc pour conclure, ce lemme local, à quoi il nous a servi? Essentiellement à nous donner des preuves courtes et élégantes d'existence de configuration. Et ce qui est également remarquable, c'est que la preuve que je vous ai présentée, elle est valable quel que soit le groupe qu'on choisit. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Si vous vous rappelez du slide que je vous ai demandé de ne pas lire, où il y avait une espèce de zoologie, il y avait des classes de groupes qui apparaissaient. Voilà, en général, on est capable de faire des constructions explicites que sur un exemple de groupe ou une classe de groupe. Et voilà, là, ce que ça a de remarquable, c'est que la preuve fonctionne finalement, peu importe le groupe qu'on a choisi. Voilà, et puis effectivement, la réserve qu'on peut émettre, c'est que effectivement, les bornes ne sont pas du tout optimales, et puis on peut chercher à vraiment faire mieux, à avoir des bornes plus fines, mais voilà, pour optimiser tout ça, il faut peut-être, là par contre, revenir sur des exemples de groupes précis pour avoir plus de précision. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour l'exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Visiblement, oui. Merci. Quand tu nous as montré comment appliquer le lemme local pour trouver des coloriages, oui. Tu t'as pris la mesure de Bernoulli uniforme. Oui. Est-ce qu'on gagne quelque chose si on essaye des mesures plus générales? Je ne sais pas. L'avantage de la Bernoulli uniforme, c'est que les calculs sont faciles. Enfin, les calculs pour mesurer la proba d'un événement, c'est facile, et calculer les dépendances également. Effectivement, peut-être qu'on peut
obtenir des choses intéressantes en changeant la mesure. Je ne sais pas ce qui serait pertinent de regarder comme autre mesure. Tu as parlé pour la conjecture d'avoir éventuellement une définition de faiblement apériodique. Oui. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont sortis là-dessus? Alors, oui. Alors, je n'ai pas écrit ce que c'était. On va parler de faible apériodicité quand tous les coloriages sont d'orbite infinie. Ok. Et je n'ai pas donné d'exemple. Par exemple, sur les groupes libres, même avec un nombre fini de motifs interdits, on est capable de produire de la faible apériodicité. Donc, on a l'impression que ce n'est pas trop demandé, mais pour autant, voilà, ce qu'on sait, c'est que sur les groupes, par exemple sur Z, on sait pas faire, enfin on sait qu'il n'y a pas de forte apériodicité avec un nombre fini de règles locales, et tous les virtuellement Z, ça marche pareil. En fait, ce qu'on soupçonne, c'est que ce soit les seuls cas où c'est pas possible d'avoir de la faible apériodicité, mais je connais pas de preuve générale. Ok. Et voilà. Après, il y a des exemples où on sait faire, Ok. mais Ok. Merci beaucoup. Oui, j'avais vu qu'il y a d'autres versions du lemme local de Lovache qui sont des espèces de versions algorithmiques où tu vas effectivement trouver des points de l'événement. Est-ce que ça peut être utile dans ce cadre-là? Tu as parlé de caractère effectif à un moment. Voilà, mais on s'était posé la question. Le problème, c'est que là, on utilise d'abord le lemme local, puis on utilise la compacité. Et la compacité, en fait, elle va tuer toute forme d'effectivité. Donc, non, je ne sais pas comment l'utiliser en pratique. Effectivement, il y a des versions du lemme local qui disent qu'on peut vraiment construire algorithmiquement la solution. Mais là, en pratique, je ne sais pas comment l'utiliser dans ce contexte. À cause de cette deuxième étape. Voilà, exactement. Okay. Merci. Par exemple, dans les moments où tu arrives à décider si le sous-shift est non vide avec le lemme local, est-ce qu'il y a aussi une borne inférieure sur l'entropie qui sort automatiquement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de degré de liberté assez grand. Comment ça marche? Borne inférieure, je crois pas. Par contre, qui dépendrait des X, hein, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Alors, en toute généralité, je pense pas. En fait, il faut regarder ce que fait Bernstein. Donc, lui, il sait construire des trucs d'entropie arbitrairement grande, mais je pense que c'est parce qu'il va bidouiller le sous-chiffre lui-même, plus que la preuve du lemme elle-même. Donc ce qu'on avait regardé avec Pierre Guillon, je ne sais pas s'il est là, en fait, comme finalement dans le lemme local, il s'agit juste de faire converger une série, si on a une preuve d'existence d'un coloriage grâce au lemme local, en fait, ça ne coûte rien d'ajouter la forte apériodicité, puisque on peut choisir de casser les périodes avec des trucs, enfin des termes qui vont contribuer de manière arbitrairement petite dans la somme totale. Donc voilà, la forte apériodicité, c'est bien compatible. Après, oui, pour l'entropie, je pense qu'il faut plutôt... c'est pas le lemme lui-même... je sais pas, hein, c'est peut-être possible, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, on remercie Nathalie. Merci à vous.